Allez, on te laisse la parole. Alors, consommation médicamenteuse et iatrogénie, c'est le sujet âgé. Alors, on va d'abord parler des facteurs de risque qui sont liés à l'âge. Donc, il y a les modifications de pharmacocinétiques avec une augmentation, une demi-vie d'élimination qui est augmentée avec une masse grasse qui est augmentée, donc plus de stockage, une diminution de la masse protéique, donc une forme libre qui est augmentée. Les modifications du métabolisme avec l'insuffisance hépatique, les modifications d'élimination avec l'insuffisance rénale et les modifications de pharmacodynamie. Et puis il y a aussi les difficultés d'administration. Toutes. Diminution d'acuité visuelle, que ce soit la rétinopathie, que ce soit juste la presbytie et la personne qui va pouvoir se payer des lunettes ou qui n'a pas l'idée, ou la DMLA. Et là, c'est vraiment un problème. J'attaque direct avec la CAFAT. Là, c'est vraiment un problème parce qu'on reçoit régulièrement des personnes où on nous demande des codes F quelque chose parce que le patient ne voit pas clair, pas bien clair et ne prend pas bien ses médicaments pour peu qu'ils soient un peu simplets, mais qu'il n'y a aucun trouble cognitif et juste un déficit visuel qui ne nécessite pas de code. Et vraiment, ça, c'est un problème. On en voit régulièrement. S'il y a quelque chose qui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais s'il y a quelque chose qui pouvait être fait sur les yeux et probablement sur autre chose, mais on en voit quand même régulièrement. T'en vois aussi? On en voit régulièrement. Donc, il ne voit pas le déficit d'audition, toutes les incapacités physiques. Donc, ça peut être de l'hémiparésie, l'hémiplégie, celui qui ne va pas réussir à casser son comprimé en deux ou à compter ses gouttes ou à descendre les escaliers pour aller à la pharmacie. Enfin, toutes les incapacités physiques. Il y a celui qui ne comprend pas ce qu'il doit prendre, comment il doit le prendre. Il y a celui qui ne se souvient pas comment il doit le prendre et s'il doit le prendre. Et il y a celui qui n'a pas envie de le prendre et qui ne le prend pas. Et les troubles de la déglutition, pardon. Donc on en reparlera après, mais c'est très important. Oui, mais du coup, je ne peux pas appuyer sur le truc. Hop, 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 hop. Alors, les facteurs de risque socio-environnementaux, donc l'isolement social et ou géographique. Donc la caricature, c'est la dame veuve qui n'a pas d'enfant, qui vit au 5e étage des Tours de Magenta. L'ascenseur est en panne, elle doit aller chercher ses médicaments. Et ben, comment elle fait pour aller chercher ses médicaments, pour peu qu'elle ait une arthrose de hanche ou de genou? Comment elle fait pour aller chercher ses médicaments? Donc ça aussi, c'est un réel problème. La dépendance, ben, j'en ai parlé tout à l'heure, la dépendance, toute dépendance quelle qu'elle soit, un changement de mode de vie. Cette dame veuve, avant c'était son mari qui s'occupait de lui donner ses traitements, il n'est plus là, qui lui donne ses traitements? Il faut savoir au niveau des troubles cognitifs que très souvent les maris cachent les choses et on se rend compte des troubles cognitifs de la dame tardivement en général. Et quand le mari meurt, souvent, enfin ça arrive régulièrement, où les troubles cognitifs de la dame apparaissent vraiment, où les enfants se rendent compte. En attendant, elle ne va plus chercher ses médicaments et elle ne les prend plus. Donc on va avoir des médicaments pas pris, des tensions pas équilibrées, des effets indésirables ou des médicaments pris 3 ou 4 fois. Et les conditions climatiques extrêmes, donc on ne va pas parler du froid ici, mais pendant les grandes chaleurs, quelqu'un qui est sous inhibiteur de l'enzyme de conversion, un diurétique, la grosse chaleur arrive, il est déshydraté, boum, insuffisance rénale. Ça, c'est le grand classique, vous l'avez déjà dû entendre par un autre kirin qui rabâche ça aussi, mais c'est vraiment très fréquent, il faut faire attention à ça. Nous, au CHS, quand on voit les grosses chaleurs qui arrivent, on hydrate de 500 cc en plus nos patients et on veille vraiment à ce qu'ils soient hydratés. Le mésusage des médicaments. Alors surtout, ne vous offusquez pas tout ça, ça nous arrive à tous. Les prescriptions inadaptées. Alors, l'objectif, l'indication ou l'objectif sont inadaptés. C'est quelqu'un qui vient juste parce qu'il n'arrive pas à dormir et on lui donne un anxiolytique. Ou il est dépressif et il va dire j'arrive pas bien à dormir, il va juste dire ça et on va lui donner un hypnotique. C'est vraiment facile, quelquefois on est pressé, il y a une épidémie d'autre chose, on pourra moins prendre le temps. Et enfin, on se trompe d'objectif, on se trompe de pathologie finalement, on se trompe d'indication et ce n'est pas le bon médicament et on a un risque d'effet indésirable qui est majoré. La posologie en gériatrie, la posologie minimale efficace doit toujours être recherchée, toujours. La forme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le patient qui a les troubles de la déglutition, on ne lui donne pas le Doliprane 1 gramme gros comme ça à avaler. Le patient qui... Alors, le Dolitaps aussi, les orthophonistes n'aiment pas bien parce que nous, on pensait que c'était bien. En fait, il se dissout, il fait des petites granules qui vont se mettre au fond de la gorge et qui font des troubles de la déglutition qui font tousser. Donc, utiliser les sachets, je ne sais pas si c'est bon les sachets, ou des formes effervescentes, mais le Dolitaps, notre orthophoniste, elle n'aime pas en tout cas.
Donc la forme aussi par rapport à la dépendance. Quelqu'un, vous allez donner un demi-Séresta 50, quelqu'un qui ne voit pas bien clair, il va couper son Séresta, on ne sait pas comment, il va en perdre la moitié, il ne va pas y arriver, il va tout prendre en se disant « zut, j'y arrive pas ». Donc tout ça, c'est source de mésusage. La durée, juste durée, pas trop long, pas trop court. Il y a des recommandations pour ça, utilisez la juste durée. La bonne classe médicamenteuse, elle dépend de l'indication aussi. Les interactions, à chaque fois que vous rajoutez quelque chose, mais souvent vous ne rajoutez pas quelque chose, c'est qu'il y a différents spécialistes qui interviennent autour. Chacun va y mettre son grain de sel, va prescrire son quelque chose et va faire son ordonnance. Et puis là-dedans, ça se mélange. Donc, vous êtes vraiment le chef d'orchestre et c'est vous qui devez manager tout ça. Et si vous pensez que ça et ça ne matche pas, n'hésitez pas à rappeler le spécialiste qui l'a prescrit pour savoir ce qu'il peut donner d'autre parce que ça ne le fait pas. Ou essayer de bouger celui que vous avez mis et qui ne va pas avec celui-là. Mais on les voit les gens et souvent quand ils ont plusieurs ordonnances, on leur demande montrez-moi votre ordonnance et ils nous en sortent 3-4. Et alors on essaye de comprendre et eux ils ne comprennent pas. En fait ils ne comprennent pas. Et on ne s'en rend pas compte parce que vous avez prescrit ce qu'il faut et puis lui il a prescrit ce qu'il faut et puis elle aussi. Et puis au milieu de tout ça, le patient il fait ce qu'il peut. Les réévaluations aussi, je vous en parlerai tout le long, c'est très très important quand vous mettez un traitement en route d'évaluer. Vous réévaluez régulièrement la tolérance, l'efficacité. Quand on prescrit par exemple un neuroleptique, on donne la main à l'infirmière sur l'ordonnance et on dit toujours en fonction de la tolérance, donc l'éveil en gros, et l'efficacité. Et on cherche toujours la posologie minimale efficace. Des informations insuffisantes. Donc insuffisantes à tous les degrés. Vous informez le patient, il faut s'assurer qu'il ait entendu, que vos mots étaient assez clairs pour lui, qu'il ait compris, qu'il est en situation de comprendre au niveau cognitif, qu'il est en capacité de retenir, sinon c'est avec la famille qu'il faut voir parce que lui, il ne va pas retenir. Et les informations, elles devront être répétées. Vous, le pharmacien, encore vous, l'infirmière qui vient à domicile, il faut vraiment s'assurer tout le temps qu'il ait compris ce qu'on veut lui dire. L'automédication inappropriée, ça on n'y peut pas grand-chose, sauf en allant chez lui et en voyant les boîtes de médicaments avec tout un tas de trucs dedans et en faisant le ménage. Donc ça, c'est l'infirmière libérale, je pense, qui fait le ménage dans ce qu'elle trouve. Et puis la mauvaise observance, on va en parler plus longuement. Et puis il y a les facteurs de risque liés aux médicaments, la polypathologie, ça veut dire polymédication et ça veut dire effets indésirables qui ne sont pas évitables. On en parlera plus tard aussi. 50% des effets indésirables sont évitables. Donc il faut bien sûr prendre en compte tous les facteurs de risque que je vous ai dit avant. Et ça, quelque part, on est tous pressés par le temps, mais tout le monde y gagne tellement si vraiment on se l'ancre dans la tête et qu'on y pense à chaque fois. Le patient gagne du temps, vous y gagnez du temps et ça se déroule tellement mieux. La surveillance, c'est l'évaluation, ce que je vous ai déjà dit. Donc en fonction du patient, en fonction du traitement, l'évaluation clinique, l'évaluation biologique. Par exemple, l'hyponex, c'est quand même assez contraignant. Il faut faire des évaluations de la numération très régulièrement. Les AVK, voilà, évaluer régulièrement. Gérer les pathologies intercurrentes en se souvenant de ce qu'on a mis avant et voir comment tout cela match. Et informer le patient et ou la famille. Si lui, il est nickel, qui comprend tout, qu'on en est certain, lui. Mais si on a un doute, on n'hésite pas à faire appel à la famille. Et là, si vous vous rendez compte que pour la dame de tout à l'heure, c'est tout le temps son mari qui prend l'information et que c'est tout le temps lui qui fait, posez-vous la question, il y a peut-être un problème avec la dame. Et les maris ne veulent pas qu'il y ait quelque chose. Donc l'exemple, le SIADH, des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, donc c'est rare. Ça peut arriver, le traitement est prescrit depuis un jour ou depuis plusieurs mois, et puis tout d'un coup, il a des nausées, des vomissements, il est confus, des troubles du comportement. Il peut convulser, il peut être dans le coma, mais ça peut aller jusqu'au décès. Et en fait, vous trouvez une hyponatrémie sévère. La kaliémie, elle est normale, il n'y a pas de déshydratation, il n'y a pas d'œdème, il n'y a pas d'hypotension. Il faut arrêter l'inhibiteur de la recapture de la sérotonine. Il faut faire une restriction hydrique et faire des corrections métaboliques et ça passe. Faut-il traiter toutes les maladies chez les personnes âgées? Alors en France, 90% des personnes qui vont chez le médecin ressortent avec une ordonnance. C'est comme ça, c'est culturel. Celui qui ne paye pas, c'est complètement dématérialisé finalement puisqu'il ne paye pas. Et il vient chez le médecin, c'est pour avoir son ordonnance et c'est comme ça qu'il sera bien soigné. Et puis celui qui paye, il paye, donc il lui faut une ordonnance.
Et il y a 43% aux Pays-Bas contre 90% chez nous. Et les dépenses en médicaments en France sont 2,5 fois supérieures à celles du Danemark, par exemple. 93% des consultations pour un symptôme dépressif entraînent une ordonnance d'antidépresseur. Donc on sait que quand on a un antidépresseur, on est parti pour un moment. Donc c'est vraiment très important d'affûter notre diagnostic et de ne pas prescrire sur un symptôme uniquement. La France, elle est très consommatrice de tranquillisants, de laxatifs, d'antibiotiques, d'hypnotiques. Avant, il y avait les vénotoniques et les vasodilatateurs, mais ils ne sont plus remboursés. Ça, c'est ce que je vous ai dit. Et il y a eu des accords qui ont été passés avec les assurances maladies et les laboratoires pour éviter de faire trop de promotion pour certains médicaments. Donc les statines, les IPP, les antidépresseurs et les antibiotiques. Et les statines, vous vous souvenez que Crestor a vraiment fait une grosse pub où on a eu un déploiement de laboratoire pour le vendre et les statines sont maintenant très décriées. Donc autant dire que chez le patient âgé de plus de 80 ans, les statines, on les enlève souvent. Donc je sais que les cardiologues ils sont très attachés. En général, je propose. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, je propose, je les enlève plus. Ben ouais, mais ça majeure les troubles cognitifs et puis vraiment le bénéfice qu'on a. Et je leur dis, je les mets en copie dans ces cas-là, mais. Je dis je, mais j'imagine que tu fais pareil, Caroline, si tu n'es pas d'accord, tu dis. Alors, quelques chiffres en France, il y a 16% de la population qui ont plus de 65 ans et ils consomment 39% des médicaments de la ville. Ils ont en gros 3,6 médicaments, 4,6 pour les plus de 85 ans, 8,6% d'automédication, plus de femmes que d'hommes, beaucoup de pathologies, beaucoup de qualité de vie diminuée. Et toujours pareil, laxatifs, somnifères, psychotropes, AINS. Alors les AINS, c'est un problème, surtout ici par rapport aux pays anglo-saxons qui mettent l'ibuprofène en vente libre. L'ibuprofène, c'est un anti-inflammatoire comme les autres. Il est en vente libre et c'est vraiment, au niveau rénal, au niveau digestif, c'est une catastrophe, quoi. Et il est il est quand même décrié dans pas mal de choses, l'ibuprofène. Donc les multiples prescripteurs, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment, je ne sais pas comment vous arrivez à gérer ça, mais c'est vraiment problématique parce que, encore une fois, chacun fait son ordonnance. Donc en général, quand on voit les gens, mais parfois le patient nous y pousse parce que je leur dis, mais ça, je vais laisser le docteur Attel vous le prescrire pour que vous ayez tout sur la même ordonnance. Il dit, non, non, c'est vous qui nous le prescrivez, c'est vous qui nous l'avez prescrit. Et bien c'est encore pareil, ils veulent leur ordonnance. Donc j'essaye de faire en sorte que ce soit vous. Mais je ne veux pas vous mettre en difficulté non plus, donc ça c'est un peu problématique. Et la méconnaissance des troubles cognitifs, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure. La polymédication du sujet âgé, c'est vraiment un facteur de risque important d'effets indésirables. C'est un facteur de mauvaise observance, je vous l'ai déjà raconté, multiplicité des ordonnances, méconnaissance de la raison du traitement. Et c'est vrai que quand on leur demande « Pourquoi vous avez ça ?» « Oh, je ne sais pas. » Mais il vous a expliqué, le docteur. Ah oui, mais je ne me rappelle plus. En fait, il y en a tellement qui leur expliquent tellement de choses qui ne savent plus ce qui est vraiment important, parce que lui, il m'a dit que c'était important, mais lui, il m'a dit que c'est important, et il m'a dit que ça, c'était pas très important. Bon, ça l'est peut-être pas tellement, je vais l'arrêter. Et ils font vraiment leur sauce, quoi. Et c'est vraiment source d'effets indésirables, c'est terrible. L'augmentation des coûts par augmentation de la morbidité et des hospitalisations itératives. Le nombre d'effets indésirables est intimement lié au nombre des médicaments. Donc il y avait une étude qui avait été faite dans des services des urgences en France et il disait qu'un médicament, ça avait 11% d'effets indésirables, de 2 à 4, 20%, de 5 à 9, 26, 7 et plus de 10, 32% d'effets indésirables. Chez la personne âgée, on arrive vite 5 à 9. Chez le sujet âgé, les effets indésirables sont plus fréquents. Ils sont impliqués dans 5 à 10% des hospitalisations. C'est pas rien. Pour déshydratation avec insuffisance rénale fonctionnelle, on a très souvent, nous, au moment de Noël, beaucoup d'appels pour prendre des gens. Très classiquement, c'est des gens qui sont... Donc, c'est une hospitalisation, c'est des gens qui sont déshydratés, des gens qui ont des troubles cognitifs, qui sont déshydratés, qui se constipent, qui font un fécalome, qui font une infection urinaire et ils arrivent à l'hôpital. C'est vraiment classique. Donc les troubles cognitifs, la déshydratation, la constipation, au moment de Noël, il faut bien y penser parce que c'est là qu'il fait bien chaud. Les chutes par hypotension orthostatique, il y en a aussi beaucoup. Les syndromes confusionnels. Alors le syndrome confusionnel, j'ai un exemple qu'on a eu il n'y a pas longtemps. C'est un monsieur qui arrivait de l'hôpital confus.
Il était sous occupant, et tu connais peut-être, il était sous occupant, et il arrivait, on nous disait qu'il n'avait pas supporté les morphiniques. Arrive sous occupant, confus. Et puis vraiment dépressif parce que c'était quelqu'un qui avait, quand il était jeune, une notoriété physique, une valorisation de lui-même très importante. Sauf que là, il est vieux, il voit plus clair, il n'entend plus et il est en fauteuil roulant. Donc c'est dramatique. Donc rapidement, je me dis, il disait qu'il voulait se buter, il n'arrêtait pas de répéter ça. Je me dis, il a vraiment des raisons d'être dépressif. Donc d'emblée, j'introduis du Zoloft. Ouf, confus. Donc je me dis, il était confus avant d'arriver. Là, j'ai commis une erreur. Je me suis dit, il était confus avant d'arriver. J'arrête l'Acupan. Donc finalement, j'ai mis de l'actiscanon qu'il a très bien supporté. Et l'infirmière m'a rappelé le soir en me disant, non, mais quand même, tu as mis du Zoloft, il est vraiment très confus. Et en fait, oui, il était confus. Mais l'introduction du Zoloft a majoré la confusion. On a tout arrêté. C'était terrible. Hein, c'était délire, hallucination, agitation, confus, quoi. J'ai arrêté l'Acupan et le Zoloft. Il est redescendu tout de suite à la normale. Ça a été bien. Donc, quand vous mettez un médicament, quand un patient présente un symptôme, quel qu'il soit, réfléchissez tout de suite, est-ce que je viens d'introduire quelque chose? Si vous venez d'introduire quelque chose dans les 48-72 heures, c'est votre médicament. Bingo à chaque fois, mais vraiment. Un nouveau symptôme, pas de raison d'avoir ce symptôme, vous venez d'introduire quelque chose, c'est un effet indésirable. Et vraiment, à tous les coups, ça marche. J'ai pas dit les hémorragies digestives aussi avec les anti-inflammatoires. Les effets indésirables, les 50% qui sont évitables, c'est en général des prescriptions inappropriées. Donc on en a parlé tout à l'heure. Il y a aussi certains effets indésirables qui sont imprévisibles, qu'on n'attend pas, qui sont rares. Et puis il y a ceux qu'on ne peut pas dissocier du médicament. Alors, quand on prescrivait les anticholinésterasiques chez les patients Alzheimer, on savait que le bénéfice attendu sur le risque encouru, c'était pas terrible. Donc, il ne fallait tolérer aucun effet indésirable dans ce cas-là, puisque de toute façon, on n'allait pas guérir le patient et que c'était quand même pas un bénéfice énorme. Donc, à chaque fois, je disais aux patients ou à la famille, s'il y a des nausées, eh bien, on va donner un antinauséeux et en général, ça passe. S'il y a des vomissements incoercibles après la prise, c'est pas la peine d'aller plus loin parce qu'avec les antinauséeux, on va les gérer, mais quand on voudra augmenter la dose pour arriver à une dose un peu plus efficace, ça va recommencer et on n'y arrivera pas. Donc dans ces cas-là, maintenant c'est terminé. Et très souvent, les familles nous cachaient parce qu'ils voulaient absolument qu'on traite et on les retrouvait au bout d'1 mois avec une perte de poids. Ils voulaient qu'on continue, au bout de 3 mois avec une perte de poids, on les dégageait. Il faut vraiment tolérer aucun effet secondaire dans ces cas-là. Ils ont été dégagés, donc le problème est réglé. Mais déjà là, on voit qu'on avait un bénéfice attendu sur un risque encouru qui était quand même, on était un peu, voilà, c'était pas un bénéfice. Le bénéfice, il était avant tout sur les troubles du comportement et pour le patient, mais c'était pas probant dans tous les cas. Alors, on parle de prescription médicamenteuse inappropriée. Ben voilà, lui, je viens de vous en parler. Donc, quand il n'est pas optimal, on est dans un contexte de prescription médicamenteuse inappropriée. Quand les indications sont inappropriées, donc ce que je vous disais tout à l'heure, bien réfléchir au diagnostic que vous posez, pas de la peu près. On voit beaucoup d'hypnotiques. Alors par exemple, le Stilnox chez les sujets âgés, vraiment il faut le sortir de la tête, vous l'enlevez. Et ne dites pas oui, non mais si ça marche bien. Non, 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 non. C'est trop brutal d'induction. L'Imovan est plus doux, on va dire plus doux, je ne sais pas si ça convient comme terme, d'induction. Il marche bien, il agit plus longtemps. Vous avez des cauchemars terribles avec le Stilnox et vous avez des gens, alors à l'hôpital on les voit, hein, qui vont dans la chambre du voisin d'à côté faire pipi, ils ne s'en souviennent pas le lendemain, ou des trucs comme ça. Enfin, ça, je l'ai déjà vu, donc quand on le voit, on s'en souvient. Pas de Stilnox, vraiment, vous le retirez. Ne vous dites pas, je vais essayer le Stilnox. Non, 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 non. Même si vous en avez un qui le supporte bien, on en voit de temps en temps, ils disent, il est sous Stilnox depuis longtemps, c'est super, ça marche bien. Et puis après, quand on cherche les trucs, ils nous disent, oh là, qu'est-ce que je fais comme cauchemar? Allez, on dégage. Et vous remplacez par de l'Imovan. Puis après, vous essayez de diminuer la dose de moitié. Les prises de risques excessives, les AVK chez les personnes âgées avec un équilibre précaire, une marche vraiment fragile, c'est chaud les AVK. On voit quand même pas mal d'hématomes sous-duraux, de traumatismes crâniens avec les AVK. Par exemple, là on a quelqu'un, il arrive chez nous, on fait l'INR, il a 4,6 d'INR, mais on peut faire les INR tous les jours. Mais en ville, on ne les fait pas tous les jours sous Coumadine, c'est comme ça.
Et bien, si jamais il a 4,6 en plein milieu, ben, il se paye son 4,6, à moins qu'il saigne tout ce temps-là en attendant la prochaine, où ça peut monter encore. Donc prudence vraiment, je trouve que les NACO rendent quand même des services chez les gens âgés. Avec une insuffisance rénale, vous baissez la dose, mais ça rend quand même des services, et puis c'est pas des INR à répétition. Moi, j'ai pas encore vu d'hématome sous-dural sous NACO, par contre sous AVK, vraiment ça y va. Hein. Les posologies excessives, je vous ai déjà dit, posologie minimale efficace. Donc vous adaptez à la fonction rénale, vous adaptez à la fonction hépatique. Et des durées de prescription excessives. Donc l'exemple, c'est pas excessif, mais c'est des durées de prescription prolongées. On a un patient qui a une ostéite chronique du trochanter. Tous les médicaments de la terre ont été documentés. Tous les médicaments de la terre ont été essayés. Les antibiotiques, ça ne marche pas. Donc il nous a été adressé en soins palliatifs en disant, ben voilà, vous allez mettre du Bactrim à dose normale, donc Bactrim fort matin et soir, au long cours. Il avait des escarres partout, c'était productif, il était hyper dénutri. On a joué la carte, on renutrit, on améliore l'état général et on voit ce que ça donne. Mais là, on est à, je pense, pas loin d'un an, hein, l'hospitalisation. Renutri, amélioration de l'état général, nickel. Les plaies quasi cicatrisées, pas toutes, mais enfin c'est vraiment bien, ça coule plus, c'est super. Sauf qu'il avait une petite insuffisance rénale qui s'est majorée avec le Bactrim au long cours et des myalgies qui sont apparues. Donc j'ai baissé le Bactrim à 3 fois par semaine et mon sepsis, il est remonté. Donc je ne sais pas encore si c'est lié à ça ou à une infection urinaire, mais c'est vraiment remonté beaucoup pour une infection urinaire. Donc on n'avait pas le choix là, hein, parce que si on n'avait pas le choix. Il n'empêche qu'une durée excessive, c'est un exemple caricatural, mais voilà. T'en avais un autre? Tu m'avais dit il y a 2 exemples là-dessus, non? La relation entre le nombre de molécules prescrites et le mésusage, ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Celui-là, j'arrive pas à le couper. Ben, non, mais j'en peux plus. Allez, je remballe et puis c'est terminé. Ça gaze vite, hein, les personnes âgées. Ça gaze vite. Et puis, ben, Steinman, il y a une étude qui a été faite qui montrait que plus de 5 médicaments, il y en avait au moins un inapproprié. Et donc, plus l'ordonnance est longue, plus il y a de médicaments inappropriés. Je suis d'accord que des fois, on n'a pas le choix, hein, qu'on a des ordonnances longues et qu'on n'a pas le choix. Mais dans ces cas-là, il faut évaluer, réévaluer, rester très prudent. Évaluer la personne, le regarder vivre. La prévention, toujours, c'est prioriser les médicaments les plus efficaces. Donc là, on s'en tient au service médical rendu suffisant et on n'utilise pas les services médicaux rendus insuffisants. Il faut savoir que ça, c'est fait sur des consensus. Ce n'est pas une personne qui décide que c'est super ou que c'est insuffisant ou que c'est pour des facteurs économiques ou autres. C'est vraiment des tas de médecins qui sont consultés, à qui on envoie des tas d'études, on leur demande de les consulter et à la fin de donner leur avis. Et tous ces avis sont étudiés encore par une commission. Et après, le service médical, il est rendu ou pas rendu, en gros. Et puis, le vieillissement physiologique, ce n'est pas pathologique. Donc, on ne peut pas tout médicaliser. La diminution de la VO2 max à l'effort, on ne peut pas la médicaliser, on peut l'améliorer avec une activité physique suivie, soutenue et suivie, améliorée, et on peut améliorer la VO2 max et récupérer une bonne VO2 max, mais ce n'est pas un médicament, ça, c'est une activité physique suivie. Et la diminution de la sexualité, c'est physiologique et ce n'est pas une pathologie à traiter, parce qu'il y a aussi des effets indésirables avec les médicaments qu'on prend pour ça. Les bases scientifiques. Il y a des bases scientifiques pour fixer les priorités thérapeutiques. Donc, un symptôme, ce n'est pas forcément une maladie. Les œdèmes de posture, ce n'est pas forcément une insuffisance cardiaque. Un sommeil fragile, ce n'est pas forcément un syndrome dépressif. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En maison de retraite, une personne âgée qui ne s'endort pas avant 10h30, ce n'est pas forcément à traiter. C'est juste qu'il ne s'est jamais endormi avant 10h30 chez lui et on ne va pas lui coller un Imovan parce qu'il ne dort pas avant 10h30. Quelqu'un qui ne dort pas la nuit et que l'infirmière de nuit ou l'aide-soignante de nuit, elle dit « il ne dort pas de la nuit ». S'il n'a jamais dormi chez lui parce qu'il travaillait en 3-8 ou je ne sais quoi, ce n'est pas à médicaliser. La seule chose qui est à médicaliser dans ces cas-là, c'est si le lendemain il dort et qu'il ne mange pas. Dans ces cas-là, il faut traiter parce qu'il faut quand même que notre personne âgée, elle mange, sinon elle perd ses mollets et elle tombe. Un trait de caractère acutisé par l'âge, ce n'est pas un trouble du comportement, donc ce n'est pas à traiter. Il m'est arrivé plusieurs fois de voir en maison de retraite, donc la dernière à laquelle je pense, c'était assez impressionnant. Donc en gros, elle faisait suer tout le monde dans la maison de retraite, elle était odieuse avec tout le monde, elle allait enquiquiner tous les patients, et elle se mettait même en danger parce qu'il y avait des patients qui avaient des troubles du comportement, elle risquait de s'en prendre une. Donc je l'ai vue pendant assez longtemps,
Et juste, c'était une dame qui n'en avait jamais rien eu à faire de personne d'autre qu'elle-même dans la vie. Ses enfants, son mari, ses parents, personne. Tout ce qui comptait, c'était elle. Les autres, elle n'en avait rien à faire et elle leur en balançait plein la vue. On ne peut pas traiter ça, c'est pas un trouble du comportement, c'est sa personnalité. Et en vieillissant, ça ne s'arrange pas. Les hypnotiques. Alors, les hypnotiques, ça augmente la durée du sommeil de 25 minutes. Ça n'augmente pas de façon significative la qualité du sommeil. Ça ne diminue pas le nombre de réveils nocturnes. Vous savez que le sommeil, si je dis des bêtises, tu m'arrêtes. Le sommeil, il y a des réveils nocturnes réguliers, donc je vais parler assez flou parce que je ne suis pas spécialiste. Il y a des réveils nocturnes réguliers et la personne qui n'est pas angoissée, elle ne s'en rend même pas compte. La personne qui est angoissée, elle regarde l'heure et après elle dit « j'ai pas dormi de la nuit, j'ai vu toutes les heures tourner ». En fait, c'est juste des réveils nocturnes qui sont normaux. Quand on donne un hypnotique, on ne diminue pas le nombre de réveils nocturnes. On augmente par contre le nombre de chutes, on le multiplie par 2,6. C'est toujours compliqué chez les patients déments qui ont des troubles du comportement, où il faut qu'ils dorment parce que la famille n'en peut plus. C'est vraiment compliqué à gérer parce qu'il faut qu'ils dorment. Mais quelque part, j'ai envie de dire, il faut qu'ils dorment. Parce que si on essaye d'être trop léger, qu'ils se lèvent et qu'ils tombent, c'est encore pire, quoi. Donc c'est, voilà. Les sensations de fatigue anormale, elle est multipliée par 3,8 et les troubles cognitifs sont majorés, multipliés par 4,8. Donc ce n'est pas la panacée. On n'a pas le choix quand ça dérange les gens et que la famille doit dormir, je parle des démons encore, parce que le lendemain ils vont au boulot, parce qu'ils sont épuisés. Mais si ça ne dérange personne, on ne médicalise pas. L'autre jour, j'ai eu une patiente démente, la famille me disait, elle se trimballe toute la nuit, elle défait son armoire, elle la refait, on en a plein des comme ça. La seule question posée, c'est est-ce que ça dérange quelqu'un dans la maison? Ils lui ont dit non, pas du tout. On l'entend de temps en temps, mais ça ne nous dérange pas. On ne médicalise pas. Elle n'est pas fatiguée, elle mange le lendemain, on ne médicalise pas. On s'assure juste qu'elle ne parte pas dans la rue. Le diagnostic inexact par mauvaise interprétation des paramètres observés qui peut donc entraîner une méprescription, on va dire, prescription adaptée. C'est les fausses hypertensions chez quelqu'un qui est anxieux, qui a une médiacalcose. C'est des faux diabètes chez une hypertriglycéridémie par stress. C'est une fausse hypothyroïdie sur une TSH basse sur un patient dénutri. Quand on découvre quelque chose de manière fortuite et que le patient est complètement asymptomatique, patient âgé je parle, on ne s'en occupe pas, on ne le traite pas. Une lithiase biliaire qui ne parle pas, on va pas aller s'énerver avec ça. Une dysglobulinémie de signification indéterminée, on ne s'en occupe pas. Une extrasystolique qui n'est pas soutenue, on ne s'en occupe pas. Une hyperuricémie chez quelqu'un qui n'a jamais eu de crise de goutte, qui n'en a pas, et qui est âgé, qui est peut-être un peu dénutri, on ne s'en occupe pas. Une TSH un peu augmentée, mais qui n'a pas de signe d'hypothyroïdie, on ne s'en occupe pas. Là aussi, j'ai un exemple qui est vraiment typique. C'était il y a longtemps. À l'époque, on gardait des gens Alzheimer tout le temps. Et puis après, le nombre de maisons de retraite a augmenté. Et donc, les gens qui ne nécessitaient pas de suivi médical régulier, on les a envoyés dans les maisons de retraite. Donc, on avait une dame qui était parfaitement stable depuis plusieurs années, dégradée mais stable, aucun problème. Elle est arrivée dans la maison de retraite, ils ont voulu faire un bilan en arrivant. Et sur le bilan, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Une déshydratation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont hydratée plein pot. Je ne les critique pas, je vous dis juste qu'on sache. Et elle est morte d'un OAP. Donc prudence, prudence, prudence. Enfin, on a quand même beaucoup de déments qui ne boivent pas beaucoup. Une petite perfsocute de 500 cc, on les tient comme ça, il faut vraiment être prudent. Là, c'était une petite grignote comme ça, elle tenait comme ça et elle n'a pas supporté la réhydratation. Donc quelqu'un qui est asymptomatique et qui va bien, on ne va pas chercher les noises, parce que là, on cherche les noises vraiment. Les consensus, je vous ai dit tout à l'heure. On peut quelquefois utiliser des traitements dans quelque chose qui n'est pas recommandé ou qui n'a pas l'AMM ou qui n'est pas dans Vidal, mais on est très prudent, on sait pourquoi on le fait, on évalue, on garde l'œil dessus et on sait très exactement, on a réfléchi, on sait pourquoi on le fait. Informer, éduquer le patient, je vous l'ai dit, en vous assurant qu'il vous comprend, qu'il vous entend, que la famille a entendu, qu'il va retenir, qu'il a envie de retenir, et puis que ce sera dit encore par le pharmacien et par l'infirmière, on rabâche, on répète, on répète. En plus, le patient âgé, plus la personne âgée, plus on lui répète et plus on lui explique, quelque part, plus on lui montre que c'est important et plus il va y faire attention. Si on lui dit une fois qu'après on s'en occupe plus, il va me dire, il me saoule avec ces trucs, j'arrête.
Notre patient, là, en ce moment, frontal, qui a un SAOS pas appareillé, traitement de fond d'une BPCO pas traité. Un jour, je vais le voir, j'ai dit, non, là, vous aviez un SAOS qui était appareillé et puis vous aviez un traitement de fond, il n'y a plus rien. Ah, moi, qui n'est pas avec ça, j'en veux plus, je ne mettrai pas de cette machine, d'ailleurs, je l'aurais rendue, j'en veux pas. Ok. Sauf que de plus en plus mal, c'était ça, en fait. De plus en plus mal, je l'envoie voir le pneumo affolé. Et donc, le pneumo met beaucoup d'attention à lui expliquer qu'il faut absolument qu'il prenne la machine et qu'il faut ce traitement de fond. Il s'est fait traiter de tous les noms, je crois. C'est pas grave, il y a mis du temps, il y a expliqué. L'infirmière lui a réexpliqué dans l'ambulance à sa façon. Après, moi, j'y suis retournée. Après, d'autres infirmières y sont retournées. Hurrah, ça fait 2 jours, il la met. Et ce matin, il disait 11h30. Il disait à l'infirmière, vous avez vu 11h30, je l'ai mis cette nuit. Et il respire beaucoup mieux, et il est mieux. Il a quand même convulsé. Hein. Je pense que ça peut être en lien. Donc, il est beaucoup mieux. Donc, expliquer, lui donner de l'importance, en fait. Les hospitalisations par remaniement du traitement. Alors, il ne faut pas vous vexer quand vous voyez que le patient, il sort. Et avec ce que je vais dire, c'est qu'il a plus de médicaments nécessaires et moins de médicaments inappropriés. Il ne faut pas vous vexer, c'est juste que nous, on est là tous les jours. Donc, la meilleure façon de voir si certains médicaments sont utiles et nécessaires, c'est de les arrêter. Pas tous, mais certains. Donc, nous, on les a sous la main. On peut se permettre d'arrêter et de voir ce qui se passe. Vous, c'est plus compliqué, donc ne vous vexez pas, on en profite pour faire notre job, hein, on en profite pour faire notre job. Et par contre, quand on vous le renvoie, ne remettez pas, c'est qu'on a vu que... Donc on essaye de vous le mettre dans le coulérier, mais si on a oublié, pardon, mais en général, si on l'a enlevé, c'est que c'est plus la peine, quoi. Ou que c'est pas la peine. Sachez déprescrire. Vous êtes le maître d'orchestre, le chef d'orchestre. Sachez déprescrire. Quand on a mis un traitement en route pour une pathologie temporaire, quelqu'un qui a fait une FA parce que à cause d'une hyperthermie élevée ou une alcoolisation, ou qui était alité, qui était constipé, ou qui a fait une poussée d'IVG, ou quoi encore, hyperglycémie de stress, ou une insomnie de circonstance, vous ne mettez pas un traitement à vie. Vous revoyez régulièrement. La raison pour laquelle vous avez mis ce traitement n'existait plus, vous l'enlevez. On met des antidépresseurs, on les laisse longtemps. Au bout d'un moment, on se dit oh non, mais là, je pense que l'antidépresseur, chez un patient dément aussi, là, je pense que l'antidépresseur, c'est plus le propos. On l'enlève, tout se passe bien. Par contre, il nous est déjà arrivé de mettre des antidépresseurs chez des patients déments qui pleuraient beaucoup et on a eu des améliorations. Ou d'enlever des antidépresseurs chez les patients déments très évolués en se disant maintenant on s'en fiche et ils se remettaient à pleurer et à pas bien dormir, donc on remettait à dose plus petite. Puis on réessayait un peu plus tard d'enlever. Donc toujours essayer d'enlever, sachez déprescrire tout le temps. Quand le rapport bénéfice-risque a diminué, eh ben, il faut savoir déprescrire. L'oxybutine chez une patiente qui a des impérieuses mictionnelles, ok. Sauf que là, elle est complètement incontinente, on s'en fiche complètement. Vous pouvez l'enlever, ça ne sert plus à rien. Plus de dépression depuis longtemps, j'espère pas dire de bêtises, on peut arrêter le lithium. Okay. Des AVK, si la thrombose est l'ancienne, le traitement d'une phlébite, c'est 1 mois. Donc après, on arrête. Je ne parle pas de maladie thromboembolique, je parle juste d'une thrombose. Une hormonothérapie, si le cancer de prostate il est évolutif et plus hors de contention, ben on l'arrête. Les anticholinestérésiques avancent et la démence sévère, il n'y en a plus, je pense. T'en mets encore des anticholinestérésiques? Oui, c'est ça, il y a que là-dessus que ça marche. Mais si on est au-delà de tout, ben, c'est plus la peine. Et surtout, quand l'espérance de vie elle est courte, dégagez tout ça. Quand l'espérance de vie est courte, ben en général, ils sont dénutris, ils sont mal. Les antihypertenseurs, on s'en fiche. Enfin, il y a des tas de médicaments dont on s'en fiche. Par contre, par exemple, le NACO, pour éviter qu'il fasse un AVC, on l'enlève tardivement parce que s'il fait un AVC avant de mourir, c'est quand même pas terrible. Faut réfléchir en fait, mais il faut dégager plein de choses, on s'en fiche. Le Xatral, ben, je l'enlève tardivement aussi parce que s'il se met en rétention aiguë d'urine, vous me direz, on le sonde, mais on le garde quand même, tant qu'il va uriner tout seul, on le laisse, si on sonde. Donc l'espérance de vie courte, vous dégagez tout ce que vous pouvez et vous éliminez les effets indésirables. Prendre en compte la fragilité rénale. Alors, les libérations prolongées, donc le diurogésique qui n'a pas une élimination rénale, le tramadol non plus, on ne les donne pas en forme LP chez les insuffisants rénaux.
parce que l'expérience montre que ça s'accumule quand même et qu'on a les effets indésirables et qu'il y a un surdosage qui s'installe. Donc quand c'est un insuffisant rénal, que ce soit palier 2, palier 3, vous le donnez en forme à libération, à élimination rapide. Chez l'insuffisant rénal, l'oxynormoro est mieux supporté, l'oxycontin sont mieux supportés que l'actiscanon et le scanon. La digoxine, l'HBPM, bien entendu, chez l'insuffisant rénal. On met de la calcie 0,2 x 2. Déficit nutritionnel et hépatique, les benzodiazépines à demi-vie longue, on ne les utilise pas, des Roxades, Zoloft, les AVK, la morphine. Quand il y a un déficit cognitif, on n'aime pas du tout les antihypertenseurs d'action centrale. L'hyperium, on ne l'aime pas du tout. Il majore les troubles cognitifs. Donc quand on vous demande dans le courrier de l'enlever, c'est que vraiment on ne l'aime pas. Et en général, vous l'enlevez et on le voit la fois d'après. Les antiparkinsoniens, les antihistaminiques et la fragilité gastrique, l'aspirine et les AINS. Mais ça, on le sait tous. Donc, ouais. AINS, donc nous, chez les personnes âgées, autant dire qu'on n'en utilise jamais. Si on a utilisé, ça faisait bien 5 ans que je n'en ai pas utilisé, il y a 15 jours, chez une dame qui n'était pas très vieille, qui avait une bonne fonction rénale, et pendant 4 jours en la gardant, en l'hydratant bien, mais c'est exceptionnel, et toujours avec de l'inexium, bien sûr. Mais ça, c'est rentré dans les mœurs maintenant. Donc on va prendre le problème à l'envers. La tolérance étroite entre les médicaments, des nitrés et les inhibiteurs calciques qui ne s'aiment pas. Les neuroleptiques et les antiparkinsoniens, mais les neuroleptiques et les Parkinson, ils ne s'aiment pas. L'aspirine et les AINS, ils ne s'aiment pas non plus. Le warfarine et le paracétamol, je ne le savais pas, ça fait monter l'INR, le paracétamol. Digoxine et les IRS, ça fait monter la digoxine. Et les sulfamides hypoglycémiques à demi-vie longue et l'insuline. Tolérance viscérale étroite. Donc BPC ou asthme, ça ne va pas avec des bêta-bloquants, ça ne va pas avec les sédatifs, ça ne va pas avec les hypnotiques. Donc quand vous en prescrivez parce que vous n'avez pas le choix, pas les bêta-bloquants, mais les deux d'après, vous choisissez des demi-vies courtes et vous évaluez, vous réévaluez. L'ulcère gastro-duodénal, l'ANIS et l'aspirine, c'est clair. Commissalité et l'éponex, c'est tous les neuroleptiques. Tous les neuroleptiques abaissent le seuil épileptogène, il faut le savoir. Donc soyez très prudents. Si, pardon? Tu diras après lequel? La thymine, la néphropathie et le lithium, l'incontinence et les alpha-bloquants, constipation prostate, les anticholinergiques et les myorelaxants. Tout ça, ça ne s'aime pas. Osez déprescrire encore une fois, on approche de la fin. Vous êtes le chef d'orchestre, je répète, quand vous mettez un traitement d'épreuve, s'il ne marche pas, vous l'enlevez. On met un traitement d'épreuve, je ne sais pas pourquoi moi. Par exemple, un antidépresseur d'épreuve, si au bout de 2 mois que vous êtes à dose bien et qu'il n'y a même pas d'amélioration, s'il y a une amélioration mais pas suffisante, c'est que vous n'êtes pas à dose efficace pour cette personne-là, donc vous montez. Mais s'il n'y a aucune efficacité à 2 mois, vous dégagez votre antidépresseur, soit vous en essayez un autre, soit vous réfléchissez sur votre diagnostic. Mais sur un traitement d'épreuve, un traitement qui ne marche pas, ou si vous avez revu votre diagnostic, vous dégagez. Encore une fois, les démons qui ne dorment pas la nuit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu mes ordonnances. Admettons, je vais déjà lui donner, je pense qu'il faut me donner, admettons, il est agité, je vais mettre un Serestadis. Si ça ne marche pas, je mets, s'il est un peu plus calme et que ça ne suive pas, mettez Seresta 25. Si ça ne marche pas, on dégage, on essaye l'Imovan. Si ça ne marche pas, on essaye les deux. Mais déjà, on dégage et on essaye autre chose. Et après, on rassemble. Mais voilà. Symptômes d'apparition brutale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quelque chose apparaît brutalement qui n'est pas attendu chez ce patient. Pensez à ce que vous avez prescrit dans les 2 ou 3 jours. Toujours. Conclusion, c'est du rabâchage. Tolérance, efficacité, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bénéfice-risque, c'est la même chose. Réévaluation régulière, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La posologie minimale efficace, très importante. Et une meilleure information des usagers du service médical rendu. Alors, par rapport à ça, quand on prescrit, par exemple, j'ai 2 exemples dans les antidépresseurs où, par exemple, il m'est déjà arrivé, le Zoloft, je sais qu'il peut provoquer des somnolences importantes dès le lendemain de la prise. C'est rare, mais ça arrive. Donc, je dis au patient ou à la patiente, voilà, ça peut vous provoquer des symptômes qui ne durent pas longtemps, par exemple la bouche un peu sèche, mais ça va passer dans les 10-15 jours, c'est pas grave, accrochez-vous. Mais par contre, s'il est somnolent dès le lendemain, vous arrêtez, parce que ça va rester, et c'est un effet indésirable qui n'est pas tolérable chez une personne âgée. Il m'est arrivé de les revoir à 3 mois, c'est super docteur, il est vraiment beaucoup mieux. Un quart d'heure après. Il dort beaucoup quand même,
Le matin, il se réveille plus tard, puis il est un peu moins vif, puis il fait une grande sieste, et puis il est encore moins vif après. Maintenant, il est somnolent, quoi, on arrête. Ou quand on leur dit il peut y avoir il peut avoir ça, et que eux pensent que le médicament a une grande importance, ils continuent, même si vous leur avez dit d'arrêter. Donc, il faut vraiment évaluer, réévaluer, réévaluer. Donc, il faut les informer, mais bien répéter l'information. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, je suis venue vous parler de la prescription des antipsychotiques chez les sujets âgés. Alors, pourquoi je parle d'antipsychotiques? En fait, le terme d'antipsychotique est de plus en plus utilisé en fait, en synonyme de neuroleptique. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle neuroleptiques, ce sont les antipsychotiques de première génération ou les neuroleptiques conventionnels qui ont été découverts dans les années 50. Donc, c'est des molécules comme le largactyle qui sont quand même de moins en moins utilisées, mais le fluoxetol. Et puis, ma molécule détestée, l'aldol. Donc, ces antipsychotiques de première génération ont une affinité importante pour les récepteurs dopaminergiques centraux et donc ils ont des effets secondaires qui sont terribles. Dans les antipsychotiques de deuxième génération, il y a le risperdal, la risperdone que vous connaissez sûrement, qui est pas mal utilisé et qui a été quand même étudié chez les personnes âgées. Vous avez le Zyprexa ou l'olanzapine, le Leponex qu'on utilise dans les maladies à corps de Lévy, le Xeroquel que moi j'aime bien parce qu'il a une structure proche du Leponex et que du coup je peux l'utiliser dans les maladies à corps de Lévy ou chez les Parkinsoniens et j'ai pas les effets secondaires du Leponex et j'ai une meilleure tolérance. Mais on verra après chacun des antipsychotiques. Et en troisième génération, il y a donc l'Abilify que moi j'utilise pas beaucoup, mais je sais que Guy Sauswell dans le Nord, en tout cas l'utilise chez les personnes âgées. Bon, il n'est pas là aujourd'hui, il ne pourra pas faire un retour sur sa pratique à lui. Alors, les antipsychotiques ont des caractéristiques qui sont communes. La cible thérapeutique, c'est effectivement de réduire les symptômes psychotiques et seulement les symptômes psychotiques. Donc l'indication principale, c'est la schizophrénie et les autres troubles psychotiques aigus ou chroniques qu'on peut voir chez certains patients. Alors, ils ont d'autres indications. Les traitements en traitement de courte durée dans les syndromes anxieux qu'on peut voir associés à des troubles non psychotiques, par exemple les états dépressifs sévères. Les traitements des états maniaques ou en prévention des récidives de troubles bipolaires et puis d'autres maladies comme la maladie de Gilles de la Tourette. Alors, les antipsychotiques et le sujet âgé, en fait, les données de la littérature, mais vous allez voir que les données, elles sont assez anciennes et il n'y a pas eu tellement, j'ai fait une bibliographie, une revue de littérature, il n'y a pas énormément d'articles récents. Donc, ce qui ressort, c'est qu'il y a une pratique habituelle un peu subjective. On met des antipsychotiques comme ça, un petit peu au hasard, en se disant bah, tiens, il dort pas, il bouge trop, il a trop de caractère, il n'est pas assez calme. Allez, je vais mettre un peu d'antipsychotiques. Donc, il y a un mésusage de l'utilisation de la molécule. Donc, ce que je vous disais, il y a peu d'études contrôlées. Chez les sujets âgés, en particulier chez les sujets déments, il y a une grande hétérogénéité des situations rencontrées. Et puis surtout, on ne sait pas l'impact que ces antipsychotiques peuvent avoir sur l'impact cognitif qu'ils peuvent avoir chez un sujet âgé détérioré. Alors, il y a eu différentes écoles. À un temps, les antipsychotiques ont été diabolisés. On a beaucoup prescrit de benzodiazépines, puis on est revenu parce qu'effectivement, il y avait des chutes. Donc, c'est vrai que les praticiens, ils sont démunis. Vous, en médecine générale, quand une famille vient et qu'elle dit on ne dort plus, il bouge toute la nuit, il est méchant, il mord, il tape, il frappe, ben vous êtes démunis, vous êtes bien obligés de prescrire quelque chose. Et ce n'est pas comme à l'hôpital où on les a, si je puis dire, sous la main et on peut réévaluer nos prescriptions, nos dosages, voilà, d'un jour sur l'autre, voire 2 fois dans la journée. Alors, s'il y a des règles qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut toujours prescrire de faibles doses.
Il faut que ce soit des traitements de courte durée et c'est pas rare de voir des antipsychotiques qui ont été mis chez des sujets âgés et qui sont laissés au long cours et qu'on n'essaye jamais de diminuer et donc ils se le trimballent avec tous les effets secondaires qu'on peut avoir après. Et puis il y a une extension d'utilisation pour le confort des aidants, que ce soit les aidants familiaux ou les aidants professionnels dans les maisons de retraite. Parce que comme le disait Nathalie tout à l'heure, quelqu'un qui avait mauvais caractère, il garde son mauvais caractère et l'antipsychotique ne va avoir que des effets secondaires indésirables. Et au final, ça va être peut-être plus confortable pour les aidants parce qu'il va dormir tout le temps, mais il va dormir H24 ou il va tomber. Enfin, donc c'est pas... Alors, les indications de prescription des antipsychotiques chez les sujets âgés, ce sont les états délirants, à l'exclusion des confusions, parce qu'un syndrome confusionnel ne nécessite pas au grand jamais d'antipsychotiques, mais des états délirants qui vont être perturbants pour lui ou pour l'entourage, enfin, s'il se met en danger ou s'il met en danger l'entourage. Alors ces états délirants, on les retrouve effectivement fréquemment quand les gens ont des troubles neurocognitifs, toutes les démences dont la maladie d'Alzheimer, chez des états dépressifs majeurs qui vieillissent, chez des patients bipolaires qui vieillissent aussi, dans certains délires non schizophréniques comme la paranoïa, dans des schizophrénies vieillies où il y a toujours ce syndrome délirant qui évolue parfois à bas bruit, et puis dans les troubles schizoaffectifs. Alors, les arguments contre l'emploi des neuroleptiques conventionnels, donc je parle donc du Largactil, de l'Aldol ou du Fluanxol, les sujets âgés sont particulièrement sensibles aux effets secondaires, les effets anticholinergiques. Il y a une toxicité cognitive, il va y avoir une sédation, un ralentissement psychomoteur et idéomoteur, des hypotensions artérielles orthostatiques, des tachycardies, de l'hyperglycémie, des chutes, des fractures et puis des interactions avec les autres médicaments. Alors, certaines études ont montré que l'efficacité de ces antipsychotiques, de ces neuroleptiques conventionnels, était très très modeste, que la balance bénéfice-risque était peu favorable et que sur 3 à 8 semaines, il y avait une amélioration qui était très très faible par rapport à un placebo. Que pour avoir une efficacité, il fallait avoir souvent des doses élevées, donc alors avec encore plus d'effets secondaires, et ces résultats a priori ont été confirmés par 4 études. Alors la maladie à corps de Lévy, ça jamais c'est une contre-indication formelle aux aux neuroleptiques conventionnels, aux antipsychotiques de première génération. Alors, lorsqu'on emploie effectivement ces neuroleptiques conventionnels, on a des symptômes extrapyramidaux dans 67% des cas. Le risque est beaucoup plus élevé avec les neuroleptiques incisifs, et donc c'est l'aldol, ma molécule détestée, beaucoup plus qu'avec ceux qui seront plus sédatifs, comme le tertian par exemple. Le risque augmente avec la dose, et il augmente s'il y a une maladie neurodégénérative. Plus un patient va avoir des troubles neurocognitifs évolués, si on lui prescrit des neuroleptiques conventionnels, plus il va avoir un risque de syndrome extrapyramidaux. Donc on retrouve un parkinsonisme chez 40% des gens qui sont traités. L'acathysie, vous savez, c'est les mouvements des jambes un petit peu incontrôlables. Les dystonies, qui sont plus rares. Et puis des dyskinésies tardives. Donc 3 à 5 fois plus fréquentes chez un sujet âgé que chez un sujet jeune. Et alors ce qui est important, c'est que les dyskinésies tardives, elles apparaissent et elles peuvent persister même après l'arrêt du traitement. Donc ça, c'est pas terrible. Alors, les arguments, effectivement, comptent, c'est effectivement, alors ma diapo est en anglais, mais on voit bien le parkinsonisme avec la personne qui va commencer à s'enrouler, qui va devenir raide, qui va marcher à petits pas, puis qui va finir par chuter.
l'acathisie avec le mouvement des jambes, les protrusions de la langue, les dyskinésies, on a ces gens qui enroulent la langue dans la bouche, et puis des mouvements des yeux, des distorsions de la bouche, enfin, et c'est pas si rare que ça. Les arguments contre encore, c'est l'effet anticholinergique, les effets qui sont centraux et qui entraînent des confusions. Donc, et un déclin cognitif beaucoup plus important chez les patients qui avaient déjà des troubles que chez les autres. Et périphérique avec ce qu'on connaît bien, hein, la sécheresse buccale, la constipation, les troubles visuels et les troubles urinaires. Donc voilà, ça c'est un petit peu la spirale quand on donne des neuroleptiques conventionnels. La personne, elle va se constiper, elle va voir moins bien, elle va majorer ses troubles cognitifs. Il peut y avoir aussi des dérèglements de la thermorégulation. Elle va avoir une sécheresse buccale, donc il y a des risques de fausse route. Et donc on va plonger après dans la spirale de la dénutrition. Alors, il va y avoir, le risque c'est qu'il s'alimente moins bien, donc une hypoalbuminémie, une immunodépression, des infections, d'abord urinaires, puis ensuite pulmonaires. J'arrive plus à voir, c'est écrit trop petit pour moi. Des troubles, des hypotensions, des chutes. Avec la chute, va venir l'état grabataire, les escarres et en fait la mort. Donc les arguments, alors ça c'est une étude qui a été faite avec l'aldol, donc pour ne pas prescrire d'aldol chez les sujets âgés. L'efficacité en fait est très faible sur l'agressivité. Il n'y a aucune efficacité sur l'agitation et par contre, on a des effets secondaires qui sont majeurs. Alors, l'intérêt des neuroleptiques atypiques, donc qui sont ceux de la deuxième génération, comme le Risperdal ou le Xerocoel ou le Leponex, c'est qu'ils ont un profil d'effets secondaires qui est différent. Ils ont moins d'effets secondaires neurologiques, ils ont moins d'effets secondaires sur le psychisme, mais par contre, ils ont plus d'effets secondaires sur le métabolisme. Ils sont d'efficacité similaire, voire supérieure aux neuroleptiques conventionnels. Ils amélioreraient le fonctionnement cognitif, ils améliorent l'humeur dépressive, ils diminuent le risque suicidaire et ils améliorent la qualité de la vie globalement. Alors, les antipsychotiques, en fait, ne forment pas un groupe homogène. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais là, j'ai essayé de remettre les principaux. J'ai mis l'aldol en rouge parce que je pense que c'est criminel à l'heure actuelle de prescrire de l'aldol à un sujet âgé, et même à un sujet jeune, hein, mais moi, je parle que pour les vieux. Et donc, on voit bien qu'avec les neuroleptiques conventionnels, on a beaucoup d'effets centraux avec les dyskinésies, les syndromes parkinsoniens, l'acathisie, les dyskinésies tardives, l'épilepsie qu'on retrouve alors chez certains. Alors effectivement, Nathalie le disait tout à l'heure, avec le Leponex, il y a des risques de convulsions. Donc en fait, avec ce tableau-là, on essaye de, quand on a vraiment besoin d'introduire un antipsychotique, d'introduire celui qui va convenir le mieux à la personne en fonction de ses autres pathologies. Ma préférence, moi, va effectivement au Xerocoel parce que j'ai quand même pas d'effets centraux. Et après, il faut par contre surveiller les glycémies et surveiller le cholestérol et les triglycérides. Mais on voit bien qu'ils sont hétérogènes, ils n'ont pas les mêmes effets secondaires. Et donc, il va falloir jouer un petit peu avec les molécules. Alors, la Food Drug Administration, mon anglais est détestable, a alerté sur le risque de décès quand on prescrivait des antipsychotiques chez les sujets âgés par rapport à un groupe placebo.
En fait, il y a quelques études qui ont été faites et ce n'est pas réellement tranché. Donc, on a parlé aussi de l'incidence des AVC, en particulier avec le Risperdal et le Zyprexa. Logiquement, dans certaines études, on a démontré qu'il y avait un risque qui était 3,5 fois plus important d'AVC et 2 fois plus de décès chez les déments ou chez ceux qui avaient déjà des antécédents d'AVC quand on leur donnait des antipsychotiques. Alors après, c'est des études qui sont controversées parce que d'autres études ont montré qu'en fait le risque d'AVC était le même avec des neuroleptiques atypiques ou avec des neuroleptiques conventionnels. Qu'a priori, l'olanzapine et la risperidone n'étaient pas associés à un risque statistiquement significatif d'AVC comparé à des neuroleptiques conventionnels. Ceci dit, compte tenu des effets secondaires des neuroleptiques conventionnels, il vaut mieux les éviter quand on peut. Voilà, donc ça c'est aussi la controverse où certaines études disent bah non, finalement le risque il est comparable, on ne devrait pas remplacer un conventionnel par un atypique. Bon. Alors les études, c'est ce que je vous disais, elles datent un petit peu, mais il n'y en a pas de plus récentes. Alors les neuroleptiques atypiques et les démences. Donc chez les déments, vous avez fréquemment des signes qui influencent le comportement, c'est-à-dire que les déments vont avoir des idées délirantes, ils ont parfois des hallucinations, ils ont des troubles de la perception. Donc les neuroleptiques vont être utiles dans le traitement des signes psychotiques quand il y a des troubles du comportement associés. Un patient qui délire et qui délire à bas bruit, et si ça ne le gêne pas, et si ça ne gêne personne, et si ça ne l'angoisse pas, eh ben on ne donne rien. Un patient halluciné, c'est la même chose. Si la télé lui parle et que ça ne le gêne pas et qu'il est content que la télé lui parle, eh ben c'est bon, on laisse la télé lui parler. Alors, le Risperdal, c'est celui qui a été le plus étudié chez le sujet âgé. C'est celui qui est souvent donné en première ligne chez les psychotiques âgés et en seconde ligne dans les troubles bipolaires. Il est aussi donné dans les symptômes psychocomportementaux qui sont liés à la démence. Il a un effet bénéfique sur l'agitation, sur l'agressivité, dans la maladie d'Alzheimer par exemple. Il faut toujours le démarrer à posologie très réduite, 0,25 mg 2 fois par jour, et après on fait un ajustement par palier de 0,25 mg par semaine. La posologie optimale, si on peut, c'est 1 mg par jour. Il ne faut pas dépasser 2 mg parce que plus on va augmenter la dose, plus on a quand même un risque d'effets extrapyramidaux. Le Zyprexa, moi personnellement, je l'utilise plus quand il y a des hallucinations qui sont gênantes. Normalement, il est indiqué en seconde ligne dans les psychoses. Après, il y a un psychiatre dans la salle, il me contredira si je dis. Dans les pathologies bipolaires, nous on l'utilise dans les signes psychocomportementaux liés à la démence. Il est a priori efficace entre 5 et 10 mg, mais il n'est pas efficace au-dessus des 10 mg. Alors, il a une amélioration qui est a priori significative sur l'agitation, les délires et sur les hallucinations qu'on peut avoir dans la maladie d'Alzheimer. Il donne peu de syndromes extrapyramidaux, mais par contre, il a des effets anticholinergiques. Donc, il peut entraîner des somnolences, des troubles de la marche et aggraver les troubles neurocognitifs qui sont déjà existants. Et il faut l'éviter s'il y a une notion de diabète ou s'il y a un diabète qui est installé ou une dyslipidémie ou si la personne a des antécédents d'AVC. Alors, le Leponex, qui normalement est utilisé dans les schizophrénies résistantes, qui est le seul qui a l'AMM pour son utilisation dans la maladie à corps de Lévy ou dans la maladie de Parkinson. Normalement, le dosage efficace est entre 100 et 400 mg par jour. Il faut l'éviter effectivement s'il y a des antécédents de convulsions, s'il y a une insuffisance cardiaque, un QT long, une dyslipidémie. Il a des effets anticholinergiques et il a un risque hématologique qui oblige à une surveillance de l'ANFS hebdomadaire et il faut éviter de l'associer avec le Tegretol. Alors,
moi, c'est une molécule que j'aime pas et que je prescris rarement parce que j'ai toujours eu des effets secondaires avec, chez le sujet âgé. Dès 25 mg. Oui, et même à 12. Même à 12,5, voilà, moi, je l'aime pas. Donc, c'est pour ça, j'en ai pas parlé dans ce PowerPoint, mais la structure moléculaire du Xeroquel est très proche du Leponex. Donc moi, mais je suis hors AMM. Je l'utilise dans la maladie à corps de Lévy ou dans les démences parkinsoniennes. Mais je suis hors AMM. Alors, il y a d'autres produits qui sont utilisés parce que, honnêtement, franchement, moi, quand je vais dans les congrès, il y a un congrès annuel des unités de soins Alzheimer. Et on a toujours des patients qui résistent un peu à tout et on ne sait pas trop quoi leur mettre. Et donc, on essaye de se donner des recettes, mais en fait, on a tous les mêmes recettes. Donc, alors, de temps en temps, on utilise le thiapridal parce qu'il ne marche pas trop mal dans les états d'agitation chez les déments, qu'il est relativement bien toléré s'il est donné à faible dose. Mais il y a aussi le risque de syndrome extra-pyramidal. Et normalement, il n'a pas de métabolite actif et sa durée de vie est courte, donc ça c'est intéressant chez les sujets âgés. Le Soliant, il y a peu d'études, il est efficace un peu sur les signes négatifs, c'est-à-dire les signes de retrait, avec une bonne tolérance. Je n'ai pas une pratique très... Je ne l'utilise pas fréquemment, mais... Et l'Abilify, donc troisième génération, qui serait efficace sur les délires et sur les hallucinations des patients déments. À la dose de 10 mg par jour, il aurait une bonne tolérance et il n'aurait pas de syndrome extra-pyramidal et pas d'effet anticholinergique, donc ça, c'est pas négligeable. Alors, la règle de prescription dans les démences, de toute façon, on va rejoindre les règles de prescription que nous donnait Nathalie tout à l'heure. Toujours faire une prescription en jaugeant le bénéfice et le risque. Réserver les antipsychotiques à des épisodes aigus d'agitation ou de délire ou d'hallucination. Parfois, on a des symptômes qui sont chroniques avec des gens qui sont délirants pendant très très longtemps, avec des délires sévères qui sont très anxiogènes. En ce moment, j'ai une patiente qui délire sur plein de thèmes et toute la journée, et les thèmes c'est toujours sa fille est sur la falaise, il y a un type qui est mort devant la porte, il y en a un autre qui a été découpé en morceaux, il y a la police qui va arriver, donc on voit bien que cette femme elle est très très angoissée par ces délires et on est forcé effectivement, on est un peu obligé de laisser des antipsychotiques là sur du long cours et là avec des doses qui sont quand même un peu élevé, je trouve, et en plus associé à des benzos, associé à un antidépresseur. Enfin, donc, c'est pas toujours simple. Il y a des patients qui sont pas faciles à prendre en charge, mais c'est des patients qui doivent être pris en charge en hospitalier parce que c'est des choses qui sont souvent absolument impossibles à gérer à domicile pour le médecin traitant. Alors, les anticholinesterasiques, on en parlait tout à l'heure, ont un impact sur les troubles du comportement. Il faut les essayer. Si ça marche, c'est tant mieux. Si ça ne marche pas, on les arrête. Moi, j'ai eu une dame qui avait une maladie d'Alzheimer que je suivais depuis plusieurs années, qui était bien stabilisée, qui était seule chez elle, avec une famille qui était présente. En plus, c'est un Alzheimer jeune. Et donc, quand les médicaments ont été déremboursés, le médecin traitant a dit les Xélon, on a dit que ça ne servait plus à rien et je l'arrête. Je ne sais pas si c'est ça, mais ce qui est sûr, c'est que dans les 2 semaines qui ont suivi, elle a commencé à développer des troubles du comportement, le maintien à domicile était impossible et on n'a jamais pu récupérer. C'est-à-dire qu'en fait, on a remis les Xélon, mais ça ne marchait plus. Et elle s'est enfoncée dans ces troubles du comportement, avec effectivement beaucoup de délire, insomnie. Donc, on a eu recours à des neuroleptiques, elle a chuté, elle s'est fracturé la hanche, elle l'a luxé je ne sais pas combien de fois, et au final, elle est décédée. Alors,
Est-ce que c'était ça, est-ce que c'était pas ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle était parfaitement équilibrée. Et quand on a eu l'interruption comme ça, enfin le déremboursement, les gens qui étaient bien avec le traitement, je disais aux familles, ne l'enlevez pas. Pourtant, je suis quelqu'un qui enlève facilement les traitements, mais je disais, écoutez, il est nickel, alors tant qu'il reste stable, on n'y touche pas. Et si à un moment donné, on voit que les troubles neurocognitifs vraiment progressent, à ce moment-là, on les enlèvera et on verra. Mais alors, le souci, c'est qu'effectivement, ils sont déremboursés et qu'à domicile, si on met des anticholinesterasiques, ben, les gens sont obligés de les payer. Alors, les antipsychotiques, ben, ce n'est pas indiqué dans les nausées et les vomissements, enfin, sauf en soins palliatifs où il y a... Voilà. L'irritabilité, hein, l'hostilité, quand il n'y a pas de troubles psychiatriques majeurs, toutes les autres formes de dépression, les troubles paniques, ben non, les douleurs de type neurologique non plus, les troubles anxieux généralisés non plus, l'hypocondrie, la labilité émotionnelle et l'insomnie et les troubles du sommeil, normalement ça ne relève pas d'un traitement par antipsychotique. Donc avant de prescrire, ben, c'est pareil. Quel est le problème ciblé? Quel est le syndrome? Est-ce qu'un médicament est nécessaire? Quel est l'impact du délire ou l'impact des hallucinations? Est-ce qu'il y a des solutions qui ne soient pas pharmacologiques? Est-ce que j'ai utilisé la dose la plus faible? Est-ce qu'arrêter un médicament qui a été prescrit ne serait pas plus utile? Un autre médicament qui aurait peut-être des effets secondaires? Et est-ce que ce médicament est associé à des effets indésirables chez le sujet âgé? Donc, les cas de figure qu'on rencontre, par exemple les psychoses vieillies qui étaient sous neuroleptiques conventionnels, on essaye de les remplacer par des neuroleptiques atypiques, des antipsychotiques de deuxième ou troisième génération. Si on a un délire d'apparition tardive, souvent les antidépresseurs de type IRS fonctionnent bien. Et puis en cas d'agitation aiguë mais ponctuelle, de manière ponctuelle, ben, le thiapridal ou certains antidépresseurs comme la myocérine ou certains anticomiциaux. Moi, j'utilise la dépakine. Mais rarement, mais parfois j'utilise la dépakine parce que ben, je ne sais plus trop quoi faire, ça peut arriver aussi, et ça marche pas si mal que ça. Alors les précautions d'emploi, ben, attention aux interactions médicamenteuses, pas de neuroleptiques conventionnels avec les antiparkinsoniens, attention avec les benzos parce qu'effectivement ben, ça va majorer, avec les antidépresseurs tricycliques. Normalement un sujet âgé n'a plus d'antidépresseurs tricycliques, mais j'en ai vu un la semaine dernière qui depuis 20 ans trimballait son anafranil, donc elle en a 85, elle l'a toujours et je ne sais pas à quoi il sert. Le Prozac qui interagit aussi avec tout, avec l'aldol, avec les phénothiazines, avec le risperdal, avec le tegretol. Attention dans les démences à corps de Lévy, normalement pas d'antipsychotiques, mais il y a des risques d'intolérance grave. Et si vous mettez un patient à qui le diagnostic de démence, de maladie à corps de Lévy n'est pas fait, si vous mettez un neuroleptique incisif, vous pouvez le grabatiser en 1 semaine, mais il ne se relèvera plus jamais. C'est fini. Le risque de syndrome malin, bon, j'en ai jamais vu, mais je sais pas. Et attention au sevrage brutal aussi, puisqu'il y a des risques de rebond avec aggravation des dyskinésies. La surveillance des traitements antipsychotiques au long cours, ben, l'observance, parce que parfois la famille vous dit ça ne marche pas, vous augmentez un peu la dose, mais en fait ils ne le prenaient pas. Donc voilà, où les patients âgés, ils sont champions pour jeter les traitements ou les cracher, enfin, s'ils n'ont pas envie de le prendre. Attention aux associations médicamenteuses, surveiller le poids, le tour de taille, l'IMC, la tension, les glycémies, le bilan lipidique, donc en fonction de la molécule que vous allez utiliser, le iono et puis et le CG à faire de toute façon en cas de facteur de risque cardiovasculaire avant la prescription. Donc personnaliser le traitement si on peut,
et on traite un syndrome mais pas un symptôme. Il faut voir l'impact du trouble sur le retentissement familial. Préférer des alternatives, si on peut prescrire autre chose qu'un antipsychotique. Privilégier les antipsychotiques aux neuroleptiques conventionnels. Essayer de choisir une molécule qui est adaptée au patient. Et puis renforcer les ressources, parce qu'un patient qui a des troubles cognitifs, il sera plus délirant s'il ne voit pas, ou s'il n'entend pas, ou s'il est isolé, ou si son environnement lui est hostile en fait. Donc tout ça, ça peut améliorer son comportement. Et soutenir le traitement avec le passage d'une infirmière à domicile. Informer bien les aidants principaux des buts, de pourquoi on met ce traitement-là en place, quels sont les risques, qu'est-ce qu'on en attend en bénéfice et, et sur quels symptômes ils doivent tout de suite l'arrêter. Et puis former effectivement aussi les aidants professionnels, les gens qui travaillent dans les EHPAD ou les maisons de retraite ou les foyers logements, ou, des effets secondaires qu'il peut y avoir à mettre ce genre de traitement qui sont quand même un peu banalisés, je dirais. Alors, rapidement, je vais vous dire un petit peu, en fait, c'est quels psychotropes on utilise dans les unités cognitivo-comportementales. Les unités cognitivo-comportementales sont des unités qui acceptent des patients qui ont des troubles neurocognitifs, qui sont instables, c'est-à-dire qui sont en période de crise, qui sont soit insomniaques, délirants, hallucinés, agressifs, agités. Et c'est un petit peu ce qu'on fait, nous, sur notre unité, qu'on appelle unité Alzheimer, puisqu'en fait, elle n'a jamais été reconnue comme une unité cognitivo-comportementale. Alors, c'est des unités particulières, parce que le but, c'est de diminuer les traitements et d'utiliser ce qu'on appelle des thérapies non médicamenteuses. Donc, avec des programmes d'activité qui sont structurés, qui sont faits par du personnel qui est formé. C'est toujours des paramédicaux, donc ça peut être un kiné, ça peut être une orthophoniste, ça peut être la psychologue, les psychomotriciennes. Donc on travaille sur la rééducation de l'orientation, sur effectivement les acquis cognitifs, on travaille par réminiscence, on travaille sur le passé, les démarches comportementales pour les toilettes par exemple, pour essayer d'induire des sortes de rituels que les gens pourront reproduire à la maison qui vont par exemple faciliter les repas ou la toilette. Et donc c'est du personnel qui est formé. L'objectif donc c'est de diminuer l'utilisation des psychotropes sédatifs. Alors je dis c'est diminuer la contention, mais même c'est supprimer la contention. Nous on fait zéro contention parce que la contention aggrave les troubles du comportement, quelle qu'elle soit. Donc le but c'est de stabiliser, de diminuer, voire de prévenir la récidive de ces troubles du comportement parce que ces gens-là vont rentrer dans leur famille et la famille va reproduire peut-être certains comportements qui induisent les troubles. Et donc notre rôle c'est de leur expliquer comment s'y prendre avec le patient pour ne pas avoir de troubles du comportement. Maintenir, voire améliorer les actes de la vie quotidienne, en tout cas améliorer leur qualité de vie et celle de l'aidant quand ils vont rentrer à domicile. Alors les psychotropes, on en utilise, mais avant d'utiliser un psychotrope chez quelqu'un qui s'agite, on se pose toujours la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas une épine irritative, est-ce qu'il n'est pas douloureux, est-ce qu'il n'est pas constipé, est-ce qu'il n'est pas en rétention d'urine, est-ce qu'il n'a pas mal aux dents, enfin... Parce qu'effectivement, chez quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer et qui ne peut pas dire j'ai mal ici ou j'ai mal là ou j'ai mal aux pieds, il va s'agiter. Et ça va être son mode de communication. Et quand on a éliminé ça et qu'on a essayé des thérapies non médicamenteuses par des animations qu'on appelle Nous Flash, par des promenades, puis par les ateliers qui sont mis en place, si vraiment les troubles persistent, on introduit les antipsychotiques à ce moment-là. Mais on ne les met que si la situation est effectivement menaçante, pas pour le confort des soignants. Et par contre, on pense toujours à quand il va sortir
le confort de l'aidant, parce que l'aidant, lui, va l'avoir 24 heures sur 24, alors que nous, on a des équipes qui tournent. Et un aidant qui accueille un patient dément à domicile, il a besoin de dormir, c'est ce que disait Nathalie tout à l'heure. Donc, on est parfois quand même obligé de mettre des traitements. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, il n'y a pas suffisamment de formation, à la fois pour les aidants, à la fois pour les soignants à domicile, les soignants dans les EHPAD. Il n'y a pas de réel programme d'éducation thérapeutique pour les familles. Donc, toutes ces thérapies, toutes ces petites choses qu'on peut mettre en place et qui peuvent diminuer les troubles du comportement, ce n'est pas toujours évident de faire passer le message pour les gens. Alors, ça, c'est une étude qui a été faite et qui, en fait, regroupe assez ce que nous, on fait, on utilise comme médicament. Ils ont fait une étude sur un certain nombre d'UCC en métropole et ce sont tous des médecins gériatres ou psychiatres, voire neurologues qui exercent sur ces unités. Et c'est un peu le résultat de qu'est-ce qu'ils utilisent. Donc face à une anxiété, leur premier choix en général, c'est le Seresta. Parce qu'avec des petites posologies, comme disait Nathalie tout à l'heure, on démarre à 10 mg. Puis après vient le Xanax, mais le Xanax, la demi-vie est un petit peu plus longue. Et après, les antidépresseurs. Et le deuxième choix, on voit bien que en fait, ça s'inverse un petit peu. Nous, c'est vrai que face à une anxiété, notre premier choix, ça va être le Seresta. Mais si l'anxiété vraiment persiste et si elle est importante, moi, j'ai tendance après à utiliser les antidépresseurs. Et on voit que les prescriptions des gens recoupent un peu les préconisations de l'HAS. Donc, limiter les benzodiazépines aux situations de crise, essayer de les prescrire sur une courte durée, éliminer éventuellement une cause somatique à cette anxiété et utiliser toujours des anxiolytiques à demi-vie courte. Donc, le Seresta a une demi-vie qui est de 8 heures. On voit bien que le Xanax, c'est 10 à 20 heures, donc c'est beaucoup plus long. Et le Temesta, c'est de 10 à 20 heures aussi, donc préférez les demi-vies courtes. Voilà. Et après, dans un deuxième temps, c'est vrai que les recommandations de l'HAS de 2018, c'est d'utiliser des antidépresseurs sérotoninergiques à faible dose, avec des posologies progressivement croissantes. Dans la dépression, s'il y a une dépression qui est avérée, ce qui est utilisé en premier choix, c'est les IRS, Séropram, Séroplex, Zoloft. Et quand ça ne marche pas, on voit bien qu'on passe, c'est soit la Timil, soit le Norset. Moi, j'aime bien le Norset parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires. Mais après, ça dépend aussi du type de dépression. Donc l'HAS, elle dit, alors ils sont gentils, parce que face à un patient dément, en première ligne, la psychothérapie, c'est un peu difficile et compliqué à mon avis. Après l'antidépresseur. Il faut se méfier du Prozac qui quand même a des interactions avec pas mal de médicaments et du Deroxate aussi. Voilà. Donc là j'ai fait une grille des antidépresseurs avec leurs effets secondaires. À la fois sur la sexualité, sur le poids. Certains font prendre beaucoup de poids, comme le Norset, effectivement. Donc nous, on a des gens dénutris qui ne mangent pas, donc ça nous embête pas s'ils mangent un petit peu plus. Et d'ailleurs, utilisé dans l'anorexie quand les gens ne mangent pas. L'Effexor, la Venlafaxine, c'est souvent les gens qui sont très anxieux, dépressifs et très anxieux, parce que ça marche plutôt pas mal. Et après... Là, vous en avez un qui est la moclamine, en fait, qui est rangé là, mais qui est un IMAO, mais moi, que j'utilise, en fait, dans les démences frontales, quand les gens sont très apragmatiques, parce que ça leur redonne un petit peu d'énergie et il est pas mal toléré. Donc, en cas d'hallucination, si l'hallucination est vraiment perturbante, c'est
a priori, ce qui est utilisé en premier, c'est le Risperdal. Et après, en deuxième choix, c'est le Zyprexa. Les hallucinations dans la maladie à corps de Lévy, c'est soit un antipsychotique comme le Leponex, soit on remet un anticholinesterasique et le second choix, ben, c'est le Xeroquel ou le Leponex. Donc, des fois, on est un petit peu embêté parce que les hallucinations, elles peuvent être très très gênantes dans les maladies à corps de Lévy quand même. Voilà, donc ça c'est les recommandations de l'HAS, mais elles datent de 2009 et il n'y en a pas eu de plus récentes, avec toujours durée très limitée, faible posologie. Effectivement, les molécules les plus étudiées, ça a été le Risperdal et le Zyprexa, et le Leponex qui est réservé à la maladie de Parkinson. Voilà. Donc ça, c'est toujours un petit peu la même chose. Lorsque les idées délirantes, quand il y a un syndrome délirant vraiment qui est gênant, ben, le premier choix va aussi au Risperdal, puis au Zyprexa. En cas d'agitation, alors là, ils n'ont pas retrouvé de consensus de prescription. C'est-à-dire que quand les gens sont vraiment très très agités, je pense que parfois c'est compliqué de limiter cette agitation. Le Seresta, ça peut marcher. Les UCC utilisent l'Hypnovel en sous-cutané. Moi, j'ai essayé, mais je trouve que ce n'est pas très, très efficace. Je n'ai pas eu des résultats exceptionnels. Et sinon, si les benzos ne marchent pas, ben, on est obligé de passer effectivement aux antipsychotiques. Le thiapridal dans l'agitation qui marche plutôt pas mal. Mais surtout, mettez pas d'aldol. Enfin, s'il y a un message ce soir, ne plus utiliser d'aldol. Ça, c'est un peu plus pour les unités. Est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut avoir, par exemple, dans les EHPAD, un protocole de fait en cas d'agitation qui serait déjà préécrit? Le désavantage, c'est qu'effectivement, s'il y a un protocole, ça ne laisse pas trop au médecin sa liberté de prescription. Est-ce qu'on fait un protocole avec du midazolam, donc avec de l'Hypnovel, à petite dose et en sous-cutané, jamais en IV, hein, bien sûr, ou est-ce qu'on fait un protocole avec du Risperdal ou du Loxapac? Dans les états de grande agitation, on peut être amené à faire des injections de Loxapac. Ça nous est déjà arrivé. Si le patient déambule, ben, le traitement de première intention, c'est de le laisser déambuler, et en deuxième intention, c'est aussi de le laisser déambuler. Sauf s'il s'épuise, sauf s'il ne mange plus, sauf s'il ne dort plus. Il y a des patients qui peuvent déambuler jour et nuit. Là, effectivement, on va traiter. Mais s'il déambule dans la journée, ben, il faut le laisser déambuler. Voilà. Ah, j'étais trop vite. Les désinhibitions sexuelles qui sont souvent gênantes, surtout dans les collectivités. Les antidépresseurs peuvent avoir un effet dépresseur sur la libido, donc ça peut limiter éventuellement ces désinhibitions. Les normothymiques et donc le Dépakote, ça peut marcher. L'hormonothérapie chez des sujets âgés, honnêtement, je déconseille, mais c'est parfois fait. Et puis après, ben, les gens, si ça ne marche pas, ben, ils essayent un petit peu toutes les molécules en espérant qu'il y en ait une qui marche, mais quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Les insomnies, l'Imovan, et en deuxième choix, la mélatonine. Moi, je sais pas si c'était un recul sur la mélatonine, mais chez les sujets âgés, j'ai pas eu d'efficacité notable. Et après, les antidépresseurs, effectivement, peuvent marcher. Voilà, merci de votre attention.